Voilà. Nous sommes de retour, mesdames et messieurs, avec l'honorable Willy, qui a accepté d'être avec nous, Willy Bolio. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup. Honorable, nous vous recevons aujourd'hui en qualité du premier vice-président national de l'ANAPECO. Exact. Parce que l'actualité reste dominée par l'arrestation du directeur national des CECOP et l'inspecteur général Alain Pesté, qui sont aux arrêts pour des raisons de détournement des deniers publics, faux arrêts antidatés, recrutement des agents et création des écoles fictives, explosion du personnel non enseignant comme nouvelles unités. Matière à rebondissement par rapport à votre position. Et vous avez toujours milité pour la qualité de l'enseignement, mais là, on arrête un inspecteur général et les directeurs généraux, ceux qui sont censés être des modèles des enseignants. Ça doute sur la qualité de l'enseignant. Ben, merci beaucoup, merci pour l'invitation. C'est une situation préoccupante, si bien que les problèmes pour lesquels ils sont en détention appellent beaucoup de réflexions auprès des citoyens congolais. Quand on dit qu'il y a des faux arrêtés antidatés, il y a des écoles fictives, ceci veut dire qu'il y a les écoles qui sont payées alors que les écoles qui fonctionnent normalement n'ont pas d'argent. C'est là où il y a un problème. Sauf que nous avons l'obligation de réserve pour confirmer, étant donné que c'est encore à l'instruction. Et que ils sont arrêtés suite à l'inspection. Ils sont interpellés. Oui, en mandat d'arrêt provisoire. Même si l'IGF a fait son rapport, oui, il faut attendre que la justice se prononce. Et pour ça, nous devons avoir des réserves pour confirmer les faits. Bénéficiant de la présomption d'innocence. Étant donné qu'ils doivent bénéficier de la présomption d'innocence, mais dans l'entretemps aussi, ils sont aussi bénéficiaires de la présomption de culpabilité. Parce que s'ils sont en détention, c'est parce qu'ils sont considérés comme coupables. Il y a des indices sérieux de culpabilité, raison pour laquelle ils sont en détention. Ce qui fait que les deux ne se neutralisent pas, c'est le juge à la fin de compte qui va le faire. Mais néanmoins, par rapport à ça, il y a une grande question. Comment se fait-il qu'il y ait les écoles fictives que l'État paye et que les écoles qui fonctionnent normalement n'ont pas de salaire? C'est là où il y a le grand problème. Et c'est là où ça révolte plus d'une personne. Parce que la situation que nous avons avec les enseignants, les inspecteurs et les autres, prochainement, on abordera ça aussi même sur les fonctionnaires de l'État. Ne croyez pas que l'argent de l'État, il n'y a que ces gens-là qui volent. Vous voyez quelqu'un qui a un salaire de 120 000 francs, qui loue une maison de 200 $, qui lui roule dans une Mercedes, chaque jour il va au travail, il revient. Où trouve-t-il le carburant? Où trouve-t-il tous ces luxes-là? Vous allez chercher le voleur ailleurs. Il y a un problème dans tout ça. Mais on abordera le problème de la fonction publique plus tard. Mais par rapport à la situation de l'enseignement, je crois que cette enquête doit aller très loin. Non seulement qu'il y a des écoles fictives, mais il y a aussi d'autres aspects qui nécessitent l'examen. C'est quoi? Vous voyez aujourd'hui comment les gens sont payés par des banques. On avait cru qu'en bancarisant, on était en train de contourner le vol. Alors que on a enrichi certaines personnes et on a pourvu les enseignants, les vrais bénéficiaires de cet argent. Je vous donne des cas précis. Vous allez au Maïndombe, il n'y a aucune banque, à part la Banque centrale. Mais vous confiez les salaires des enseignants de Maïndombe ou des fonctionnaires à certaines banques qui ne sont qu'à Kinshasa. Quelle est la conséquence logique? Quand ils partent payer, ils arrivent dans un site, ils font 2 heures du temps, ils passent. Ils vont dans un autre village, ils font 2 heures du temps. Ce n'est pas qu'ils passent dans chaque localité. Ils ont ciblé les sites, ils arrivent ici. Par exemple, 30 écoles doivent venir à tel site. Dans l'entretemps, nous perdons. Parce que le salaire doit être payé au lieu du travail.
Maintenant que les gens doivent faire des kilomètres pour aller chercher les salaires. Vous avez suivi au Maïndombe comment il y avait des enseignants qui sont morts parce qu'ils sont allés chercher les salaires et il y a eu naufrage. Alors que les salaires devraient les suivre. Et ces banques-là, quand elles quittent chez vous, elle fait 2 heures du temps, elle s'en va. Vous qui n'étiez pas là quand elle est passée, votre argent est rentré à Kinshasa. Et depuis lors, vous ne récupérez plus votre argent. C'est la situation qui se passe. Alors, où va tout cet argent-là que les banques retournent avec à Kinshasa? Alors, l'enseignant qu'on n'a pas payé n'a pas les moyens de faire les suivis. Il va faire ou de revendiquer. Non, mais dites-moi d'abord, au Maïndombe, vous avez le mois qui vous compte 90 jours. Le mois. 90 jours. C'est-à-dire quoi? On ne vient pas vous payer au même moment qu'on paye à Kinshasa. Vous allez à l'école à la même heure que l'enseignant de Kinshasa, mais vous, on vous paye 3 mois après l'enseignant de Kinshasa. La banque attend, peut-être 3 mois après, la banque vient avec 1 mois ou avec 2. Et quand vous n'étiez pas là, la banque rentre avec cet argent. Et je vous dis, ça pose d'énormes problèmes. Il y a même les gens, quand il y a coquille sur votre nom, vous n'avez pas votre salaire, c'est parti. Surtout qu'on n'accepte pas de cartes de service. Ils acceptent plus des cartes de lecteurs. Encore faudra-t-il vérifier pour les gens dont les cartes de lecteurs sont perdues, qu'est-ce qu'ils font? Pourtant, c'est la carte de service qui devrait encore, dans des cas d'espèce, certifier qu'exactement la personne est reconnue comme enseignant. Mais ici, la carte de lecteur, quand vous l'avez perdue, c'est dommage. Et au village, quand quelqu'un se déplace, il se déplace avec sa carte de lecteur, mouillé par la pluie, il y a des mentions qui deviennent floues. À la fin de compte, beaucoup de cas d'enseignants qui n'ont pas leur argent. Mais cet argent qui rentre ici, est-ce que cet argent est rentré au trésor public? C'est pourquoi j'encourage de telles enquêtes. Moi, je ne peux pas soutenir qu'il y ait un groupe de gens qui bénéficient de l'argent au nom des autres et dans l'entretemps, ils sont libres et tranquilles. Ça, on ne peut pas soutenir ça. Alors, à vous entendre parler, vous n'êtes pas inspecteur, mais vous êtes expert dans la matière de l'éducation, vous connaissez bien les terrains. Vous épinglez des exemples qui me donnent des questions à poser et à comprendre cette problématique. C'est-à-dire qu'on peut arrêter aujourd'hui le président national de SCOP et l'inspecteur général de l'EPST, mais ce n'est pas les seuls qui sont dans la filière. Non. Je vous dis, c'est une question qui mérite un examen minutieux, une enquête solide, encore que les enquêteurs ne se fassent pas corrompre. C'est oui. Notre peur des manches. Il faut se dire que l'enquête aille jusque très loin, parce que ne croyez pas, il ne faut pas aussi que la justice soit la justice à double vitesse. Hein. Ça, c'est l'enquête que nous disons. Je vous dis, ma province, le Maïndombe, plaire 430 000 $ détournés au ministère de la Santé. Jusqu'à aujourd'hui, le parquet a roulé des gens dans la farine. Jusqu'à aujourd'hui. Et quand nous disons des choses comme ça, les gens pensent que non, soit on vise X ou on vise Y. Non. Le dossier au parquet, les preuves sont là. Mais bon, puisque c'est le parquet qui doit faire ce travail-là, peut-être la personne qui a détourné est de la même province que Willy Bolio. Willy Bolio étant député, on ne peut pas poursuivre cette personne. C'est aussi ça que nous sommes en train de déplorer. Et pour les cas d'espèce, parce qu'il y a le cas de l'argent qu'on découvre, les directeurs de SCOP, en fait, c'est un service qui facilite la tâche à l'État pour identifier les enseignants, afin qu'on puisse payer réellement ceux qui font le travail. D'où vient les SCOP? Qui a créé les SCOP? Oui, c'est l'État congolais, le gouvernement qui a créé ces services. En fait, l'objectif, c'était pour éviter ce dont ils sont poursuivis aujourd'hui. Donc, on était en train d'éviter qu'il y ait des enseignants fictifs. On crée les services de contrôle de la paye des enseignants pour permettre à ce que les enseignants soient contrôlés et que l'État paye effectivement ceux qui travaillent. Malheureusement, ce service est venu encore compliquer davantage la situation des enseignants, au point que je vous dis aujourd'hui, l'ancienneté dans l'enseignement n'existe plus. Tu as commencé dans l'enseignement il y a 30 ans, celui qui vient de commencer hier, vous avez le même statut. On vous paye de la même manière. Alors qu'à l'époque,
l'ancienneté jouée, avec des échelons qu'on donnait aux enseignants, qui permettaient qu'on sache que celui-ci a fait autant d'années, et par conséquent, il a un peu plus que celui qui vient de commencer. Alors, est-ce que les services est autant ordonnés, on a des données nationales qui permettront à ce qu'on puisse avoir les détails sur chaque enseignant et permettre à ce que chacun puisse bénéficier du salaire, des crédits, des bénéfices, un peu de, comme vous l'avez dit, par rapport à l'ancienneté. Mais est-ce qu'on a des bases de données efficientes qui permettront... S'il y a un service qui peut être facilement géré dans, dans ces pays ici, c'est l'enseignement. Parce que quand vous allez dans une sous-division, vous trouverez un tableau, le chef de sous-division vous dira, dans ma sous-division, j'ai autant d'écoles, j'ai autant d'enseignants. Ça existe. Tout ce que vous suivez là, qu'on est en train de dire qu'il y a des enseignants fictifs et tout, c'est au niveau des grandes directions. À la base, c'est facile. Vous serez même étonné. C'est vrai, c'est une proposition de loi en chantier qu'on ne devrait pas dire maintenant, mais que nous sommes en train de travailler avec Connept et les autres services de l'enseignement pour les statuts particuliers de l'enseignant. Parce qu'aujourd'hui, l'enseignant n'a même pas de retraite. Tu travailles pendant 50 ans, tu es enseignant, quand tu meurs 6 mois après, il n'y a plus rien dans ta famille. Non, mais c'est méchant. Il n'y a personne d'entre nous ne peut prétendre avoir appris à écrire son nom auprès de ses parents. Comment voulez-vous l'enseignant vous a formé de la maternelle jusqu'à là où vous êtes et nous assumons de hautes fonctions de l'État? C'est l'enseignant qui doit être la première victime. Quelque part, c'est comme si la forêt est victime de l'enseignant est victime de la générosité de la forêt. La forêt était généreuse, elle prend la manche, elle donne à la machette et à la hache, les deux se servent de ces manches pour déboiser toute la forêt. Donc l'enseignant forme les intellectuels, il vous forme, et quand vous accédez à de hautes fonctions, la première personne à faire souffrir c'est l'enseignant, c'est quand même malheureux. Et on veut que le pays soit béni. L'enseignant est un parent. Quand vous le maltraitez, c'est pleurer, mais c'est une malédiction. Donc, je crois que le travail qui est fait pour mener des enquêtes dans l'argent perdu dans l'enseignement, c'est un travail à encourager. Ouais. Mais ça ne se limite pas là. Ça doit aller continuer. On doit aller jusqu'au bout. On doit aller jusqu'au bout parce que, moi, on peut nous demander à l'ANAPECO combien, et malheureusement, même l'ANAPECO a subi les influences des politiciens qui ont créé plusieurs associations parentales parce que l'ANAPECO était en train de ramener l'État à l'ordre. Maintenant, vous avez les associations de parents catholiques, les associations de parents protestants, les associations, même les promoteurs des écoles privées ont créé leurs propres associations de parents d'écoles privées. Alors que le parent n'a pas d'épithète, il reste parent d'élèves et d'étudiants. Et dans ce contexte, vous verrez comment c'est métamorphosé. Quand à l'ANAPECO, le fonctionnement, on n'exige pas grand-chose, vous allez dans des écoles catholiques, c'est 5 $ que chaque parent paye. Nous avons des enfants qui étudient là-bas, pour le fonctionnement de l'association parentale. Alors que c'est nous qui déplorons que le coût est élevé. Vous comprenez un peu comment ça se passe? La même chose dans des associations protestantes. Et tout ça, c'est parce que les différents ministres qui se sont succédés à l'enseignement primaire et secondaire, pour masquer parfois certaines indélicatesses, préfèrent que ces associations-là soient là pourvu qu'ils soient à l'aise. Ce qui est anormal. Aujourd'hui, la démarche que nous avons par rapport à ce qui vient d'être fait, c'est d'identifier où va l'argent de retour. Je ne sais pas ailleurs s'il y a le même cas, hein? Je m'excuse beaucoup. Mais je vous dis, dans le territoire de Bolobo, dans la province de Maïndombe, beaucoup d'enseignants se plaignent, leur argent rentre avec des banquiers. Et je vais vous montrer comment la situation se passe. Et c'est là la dégradation de l'enseignement. C'est comment? Par le passé, il y avait des comptables d'État. Il y avait des comptables même dans chaque coordination. Ce sont eux qui partaient payer des écoles. Et généralement, quand les écoles sont à distance du centre de la paye,
l'école désigne un enseignant pour aller prendre l'argent pour tous les autres. Ils viennent avec la fiche, tout le monde contresigne, prend son argent, on le retourne et puis ça va à la direction provinciale. Les enseignants se sont plaints parce que les comptables commençaient à exiger tantôt 1000 francs à chaque enseignant pour la sécurisation de l'argent. Parce que quand ils partent, par exemple, de Bolobo à Bandundu, il faut louer un moteur hors bord, il faut la sécurité de la personne qui amène des fonds, que l'État ne donnait pas. Mais ils ont dit que non, comme la population se plaint, les enseignants se plaignent, autant supprimer le passage par des comptables qui sont malgré ça payés jusqu'à aujourd'hui, parce qu'agent de l'État, mais il faut passer par la bancarisation. Combien l'État donne à la banque par agent? Ce n'est pas moins de 3 $. Mais c'est du business. Si on a refusé qu'on contribue 2000 francs, mais on doit accepter que l'État débourse 3 $ ou 2 $ par enseignant pour que l'argent passe par la banque, je trouve que c'est un mauvais calcul. L'État pouvait, avec cet argent-là, organiser la paye pour que l'argent arrive auprès des enseignants. Voilà la situation. Pour que l'enfant apprenne bien, il y a la prévision des matières. Pendant l'année, c'est préparé que pendant toute l'année, il y aura autant de jours de classe, et voici les matières qui seront enseignées. C'est ça qui permet que l'enseignement est le même à travers la République. Mais maintenant que la paye se fait de cette façon, l'agent payeur arrive à Kimbanseke, il dit, bon, tous ceux qui sont à Maluku, à Kinkole, qu'ils viennent à Kimbanseke prendre leur argent. Quand ils quittent le lieu de travail pour venir prendre l'argent, c'est un jour de vide. S'ils font 2 jours, c'est 2 jours de vide que les enfants n'auront pas étudié. Ce qui fait que, jusqu'à la fin de l'année, la prévision de matière ne serait pas terminée. De manière formelle, l'État organise que la formation des enfants ne soit pas complète. À Kinshasa, ça va encore, parce que si aujourd'hui, il ne peut pas aller à la banque, il y a beaucoup de gens à la banque, il peut attendre demain ou après-demain, il ira toucher son argent. On le voit souvent, ils sont là depuis quelques jours, devant la banque, ça fait pitié. Vous comprenez qu'à ce moment-là, on pose déjà le problème à l'enseignement. Vous allez chez nous à l'intérieur, même ici il y a la même situation, pour voir que le fait que les salaires soient dérisoires, la qualité de l'enseignement a baissé. Pour une leçon de 30 minutes, l'enseignant doit prendre au moins 30 minutes pour la préparer. Ce qui fait qu'au niveau de l'école primaire, l'enseignement de base, comme on l'appelle maintenant, il y a 8 leçons par jour. 3 premières leçons, tu as été élève, tu as vécu ça. 3 premières leçons à l'entrée, vous avez la récréation. 3 leçons après la première récréation, vous avez la deuxième récréation. Et 2 leçons après la deuxième récréation. Ça vous fait 8 leçons par jour. Et si vous prenez 8 leçons de 30 minutes, 30 fois 8, vous avez 240 minutes. Quand vous avez 240 minutes, ça vous donne 4 heures du temps. N'est-ce pas? L'enseignant quitte l'école à 12h30, le temps d'arriver chez lui. Pour ceux de Kinshasa, le transport et tout, ça peut prendre tout ce temps. Il arrive à 13 ou 14 heures. La même chose pour ceux du village. Peut-être 30 minutes après, il arrive à la maison. Il doit manger et se reposer un peu, même pendant 1 heure. Maintenant, il doit commencer à préparer les matières de demain, à partir de 14 heures ou 14h30. Si vous lui donnez 4 heures pour préparer les leçons de demain, il va terminer à 18h ou 19h. Ce qui fait que l'enseignant n'a pas la possibilité d'aller faire autre chose que ce travail-là. Il termine, il a ses 4 heures à l'école, il a ses 4 heures de préparation, ça lui fait 8 heures de travail tel que prévu par la loi. Alors s'il doit aller chercher ailleurs, ça impacte sur la qualité de l'enseignement. Maintenant, là, l'enseignant n'a plus ce temps. Quand il termine à l'école, d'ailleurs, les 2 dernières leçons, pour ceux du village, l'idée est déjà dans la forêt. Où est-ce que j'irai faire le champ? Ou encore, où est-ce que je vais aller à la pêche? Quand il fait tout droit, il est allé à la pêche, à la chasse ou au champ. Il va rentrer 18, 19 h, 20 h fatigué, il ne fait plus rien. Demain, il revient enseigner. Quelle est la matière qu'il vient donner aux enfants? Il tâtonne.
À Kinshasa, il y a des enseignants que vous voyez, ils quittent l'école, quand il vient, il fait les extramoroses. Il va aller enseigner les enfants de X dans tel endroit, il va dans une telle école privée l'après-midi. Quand il revient, il n'a pas le temps matériel de préparer convenablement ces matières. Conséquence logique, c'est qu'on donne aux enfants, on dit qu'il est expérimenté. Oui, tu es expérimenté à transmettre les erreurs aux enfants. Et là, vous rentrez dans le service de l'inspection, qui avait la charge de venir contrôler comment l'enseignement se transmet. Le rôle des inspecteurs, ce n'était pas seulement de se disputer, aller organiser l'examen d'État, aller surveiller. Voyez-moi les inspecteurs, vous êtes à Kinshasa. Allez même demain, malheureusement pour nous, la gratuité a envoyé les enfants à la maison. Si logiquement, vous allez dans une école maintenant, vous pouvez faire 3 mois, vous ne verrez pas un inspecteur venir contrôler l'enseignement. Mais à l'époque, quand l'inspecteur arrivait à l'école, le professeur ou l'enseignant tremblait. Mais oui, parce que quand l'inspecteur arrivait, la première des choses, il demande à l'enseignant de lui donner et la prévision des matières, et le cahier de préparation, et le journal de classe. Ce sont des éléments qui lui permettent de savoir, nous sommes à la 40e semaine de l'enseignement, et vous êtes à la 40e leçon. Et comment avez-vous préparé cette leçon-là? Il voit les éléments et il voit comment vous enseignez. Et quand l'enseignant n'a pas préparé, il tremble. Parce que l'inspecteur peut lui ravir la craie. Mais aujourd'hui, tout ça, ça n'existe pas. On crie toujours, on va améliorer. On va améliorer avec quoi? Ce n'est pas par magie. Nous devons travailler. Et ce travail-là, ils doivent le faire convenablement. Quand déjà on doit soupçonner les inspecteurs, les grandes directions, les grandes autorités qui s'occupent de la paie des enseignants, vous comprenez déjà où nous allons? Mais je crois que ça ne doit pas se limiter là-bas comme je venais de vous le dire. Il faut que ça se fasse partout. Il ne faudra pas que la loi soit comparable aux toiles d'araignée, où les mouches se font prendre, les hirondelles les rongent sans problème. Je vous ai donné un cas, un seul seulement. 430 000 $ de l'argent de Maïndombe, détourné pour le domaine de la santé. Les plaintes sont là, les éléments sont là. Les magistrats ont fait la ronde avec ça. Et les mêmes magistrats ont eu des promotions. L'état de droit, c'est comme ça. Et moi, je suis en train de regretter le fait que, bon, la volonté du président n'est pas la volonté de ceux qui travaillent avec lui. Ça aussi, on doit se dire. Le président donne le mot d'ordre, il a les slogans, il a l'élan qu'il donne, mais qui exécute? Si ceux qui exécutent doivent porter des lunettes pour chercher à savoir qui est ami à Bolio, qui ne l'est pas, pour poursuivre celui-ci et laisser celui-là, je crois que c'est là où on va mettre du sable dans le repas. Alors, on va terminer avec cette question que nous avons débuté avec Mme Muvine Chimoussa. Les enfants seront... Est-ce que les enfants sont sacrifiés sur l'autel du Covid? Bon, je vous dis, Covid existe. Je suis parent, je sais que Covid existe, mais c'est comme je vous ai dit la fois passée, la grogne vient du fait qu'on nous voit, nous, responsables, nous entasser par exemple au palais du peuple, comme l'a dit madame, sans qu'on tienne compte du Covid. On voit les gens à l'église s'entasser sans qu'on tienne compte du Covid. Maintenant, quand on dit que les enfants ne vont pas à l'école parce qu'il y a Covid, les gens trouvent qu'il y a anguille sous roche. C'est ça le grand problème. Mais si la mesure était collective, le problème ne se poserait pas. Encore qu'aujourd'hui, je viens de l'apprendre par les voies des ondes, le ministre de l'Enseignement supérieur vient d'autoriser pour des provinces qui ne sont pas fortement attaquées par Covid, que les enseignements continuent. Entre nous, je n'en veux pas au ministre de l'Enseignement supérieur parce que je ne suis pas candidat à son remplacement, mais au moins je suis en train de regretter une chose. Quoi? On va avoir quelle balance de formation dans un même pays? Et vous allez avoir la différenciation des années académiques? Vous allez donner des diplômes. Encore qu'il y ait une université fiable au Maïndombe, je ne sais pas s'il y en a. On va donner des diplômes au Maïndombe parce qu'on n'a pas trouvé Covid là-bas.
ceux de Kinshasa vont attendre. Et quelle est l'harmonie dans la formation? Mais je crois qu'on ne doit pas s'amuser avec l'avenir de l'État. Moi, j'aurais souhaité, et excusez-moi de leur donner ça aux frais de Télé 50, parce que logiquement, ils devraient me payer pour leur donner ce genre de conseils, parce que leurs conseillers sont payés. C'est du consulting. Voilà. Donc, logiquement, ils pouvaient organiser de grandes salles de classe et faire l'enseignement par timing. Par exemple, si vous allez à l'université de Kinshasa, vous avez une promotion de 1000 élèves et de 1000 étudiants en premier graduat. Vous dites que bon, tel jour, c'est seulement premier graduat qui va étudier. Vous les dispersez dans des différentes salles. En respectant des signes barrières, ça permettra que les enseignants leur donnent cours. Ici, même avant Covid, à l'IEC, les enfants étudient par vacation. Ça allait être un mécanisme d'encourager la formation, mais en respectant les gestes barrières. Les gens pourront quand même comprendre que voilà, on veut protéger les enfants, mais on veut les faire étudier. Mais nous, vous nous envoyez travailler sans tenir compte de ça. Vous-même, vous allez à des veillées à des églises sans tenir compte de ça. Et d'ailleurs, quand on va commencer à former le gouvernement, vous verrez combien tout le monde deviendra chrétien, passer nuit à l'église et sans tenir compte des gestes barrières, parce qu'on veut entrer au gouvernement. Donc, moi, je crois qu'il y a des choses qui doivent appeler les Congolais à se rendre compte qu'on ne blague pas avec des mesures de l'État. Et je dis que le gouvernement ne doit pas avoir pitié. Il n'agit pas par morale. Le gouvernement agit par la loi pour protéger tout le monde. Est-ce que c'est la responsabilité du comité technique de suivi du Covid ou c'est la responsabilité des ministres sectoriels? Je ne vois pas comment je vais imputer la responsabilité au comité technique de Covid, parce que le comité technique de Covid vous donne la matière, les éléments. Il y a Covid, il y a des gestes barrières à respecter, voilà l'état de la situation, éviter que les gens soient entassés. Maintenant, il appartient aux ministres sectoriels de faire des propositions, encore que je ne sais pas s'il faut dire que ce gouvernement existerait, parce qu'il n'y a plus de conseil de ministres. Je suis en train de me poser la question, même ce que le ministre de l'enseignement primaire et secondaire vient de prendre comme décision. Il l'a pris comment et ils se sont concertés comment au gouvernement? Parce que là, je me dis, il y a quelque chose qui ne marche pas correctement. Dans ce sens que vous êtes en train de voir que Covid est en train de sévir, mais vous avez pitié vous avez peur de la pression de la demande des étudiants. Mais non! Vous devez être en face de vos responsabilités, leur dire que l'exigence de l'État ne veut pas que vous étudiez, pas parce qu'on ne veut pas de vous, mais parce qu'on vous protège. C'est ça le principe. Vous savez, mon cher ami, quand votre femme accouche à l'hôpital, le bébé naît avec hernie, et que le médecin vous dit, malgré que le bébé a 2 jours, on doit l'opérer. Vous avez pitié de votre bébé, vous dites, non, il est encore fragile, il ne faut pas l'opérer. Entre vous et le médecin qui veut tuer l'enfant. Je crois que c'est vous-même. Les étudiants n'ont pas besoin qu'on leur dise, restez à la maison pendant qu'on voit que nous-mêmes, nous ne respectons pas. Mais si les mesures-là, comme c'était à l'époque de la première vague, on a suspendu le Conseil des ministres, on a suspendu les plénières de l'Assemblée nationale, c'était maintenant par nombre réduit, et les élèves avaient compris. Il n'y avait pas cette pression. Mais cette fois, quand on voit qu'on leur impose ça et que de l'autre côté on ne fait pas la même chose, c'est grave. Même les gens qui évoquent qu'à l'extérieur, les enfants étudient en ligne, les enfants vont quand même à l'école. Nous n'avons pas le même dispositif. C'est là où je donne raison à ceux qui disent toute comparaison n'est pas raison. Nous n'avons pas le même dispositif sanitaire. Nous sommes un État où, même quand il y a les moustiques qui viennent, les produits de la malaria doivent venir de l'étranger. Vous le savez. Et alors vous voulez maintenant exposer les enfants pendant que le vaccin là n'est pas encore là. Moi, mon problème est que... En fait, c'est quoi l'objectif? Trouver des raisons pour vacciner? Non, pas trouver des raisons pour vacciner. S'il y a le vaccin,
certifié que ce vaccin-là va protéger, on doit l'adopter. Quand il y a les gens qui craignent que non, les Blancs vont nous tuer, ils vont nous exterminer, je suis en train de me poser des questions. Le vaccin de la polio, on a fabriqué ça où? Ici, en RDC. Mais les parents qui ont refusé d'envoyer les enfants là-bas, vous avez vu comment la polio a exterminé nos enfants? Même la quinine qu'on fabriquait chez nous ici, aujourd'hui, tous les produits viennent de l'extérieur. Vous allez me dire que si ces gens-là veulent nous neutraliser, ils ne peuvent pas le faire même avec le chlore qu'ils vous envoient mettre dans l'eau ici. Vous savez que les Congolais, quand on vend même de l'eau, soi-disant potable qu'on vend ici, il y a un Congolais qui veut seulement prendre de l'eau qu'on a écrit américaine, croyant qu'en prenant ça, il devient américain. Donc, il y a un problème très sérieux dans le domaine de l'éducation. Allez. Et donc, moi, je demande au gouvernement, bon, c'est plus le gouvernement parce qu'il ne fonctionne pas, je ne veux pas marcher par le dos de la cuillère, il faut que le président de la République prenne une mesure urgente. C'est lui qui avait parlé de mesures de Covid. Je souhaite qu'il parle maintenant aux étudiants et aux élèves pourquoi ils ne doivent pas aller à l'école. Parce que les étudiants et les élèves voient comment les autorités sont dans des églises, voient comment les députés sont entassés à l'Assemblée nationale. Et lui, comme le président, parce que le gouvernement ne fonctionne pas, qu'il se prononce. Merci. Merci beaucoup, honorable député, premier vice-président national d'ANAPECO, d'avoir accepté l'invitation. Willy Boyo. Merci beaucoup. Je vais seulement dire aux enseignants et à l'autorité, pas aux enseignants, aux autorités gouvernementales qui prennent des décisions. Lorsque vous avez besoin des œufs, il faut savoir entretenir la poule. Parce que c'est elle qui va vous pondre des œufs. Merci beaucoup. Et si vous avez besoin de bons enfants et de bons citoyens demain, arrangez-vous pour préparer l'enseignement et envoyez-les à l'école. Merci, c'est par cette sagesse bantou que nous terminons Kinshasa Direct aujourd'hui à 19h juste. C'est la grande édition du journal présentée par Amina Bayombo. Et quant à moi, je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine dans d'autres programmes. À bientôt donc.